face à un monde du travail en constante évolution et de plus en plus flexible, la sécurisation des parcours professionnels repose dorénavant sur la montée en compétences des individus via prioritairement la formation initiale et continue afin de faciliter leur transition professionnelle. Cette attention louable doit impérativement intégrer les moins qualifiés d'entre nous, car au regard des statistiques, les habitants des QPV sont moins présents dans cette formation professionnelle dont ils devraient pourtant être prioritaires. Quelles initiatives prendre dans le secteur de la formation initiale et continue pour répondre aux besoins de formation de ces habitants? Comment adapter les modalités pédagogiques? Quels partenaires et coopérations construire pour favoriser la montée en compétences des habitants des QPV? Nous avons une petite demi-heure ici à cette tribune pour essayer de répondre à toutes ces questions avec beaucoup d'intervenants. Et sur chaque entrée, nous allons prendre des témoignages. Et c'est pour cette raison que j'appelle donc sur la formation initiale Bernard Millard, inspecteur d'académie, à nous rejoindre donc à cette tribune, inspecteur d'académie sur le secteur de Lille. Et le recteur vous a confié là. Allez-vous prendre place, monsieur Millard. Vous avez vu, on a droit à des sofas merveilleux, je les ai testés, assez confortables. Donc, le recteur vous a confié la responsabilité des cordées de la réussite et des parcours d'excellence. Et c'est déjà quelque chose qui est en œuvre, puisque Mélissa Salé, qui a bénéficié donc de ce dispositif, va venir et va nous en parler. Alors, comment on fait, M. Millard? C'est vous d'abord qui présentez le dispositif ou est-ce qu'on laisse... Voilà. Alors, vous avez 5 minutes 56, vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. C'est ça, précisément. Vous avez un micro, Mélissa, mettez-vous à côté de votre tuteur, on peut l'appeler comme ça. Enfin, vous ne connaissiez pas avant, mais bon, finalement, quelque part, voilà. Allez-y, M. Millard. Eh bien, bonjour à tous. Je vais rebondir sur les propos conclusifs de M. le Préfet qui évoquait l'ascension de l'Annapurna, puisque je vais évoquer les cordées de la réussite, dont le titre est emprunté évidemment au lexique de l'alpinisme. Le terme, en fait, est emblématique. Il évoque à lui seul ce que sont ces cordées de la réussite. Elles ont pour objectif, finalement, de créer des réseaux de solidarité entre jeunes lycéens et jeunes étudiants. Et l'objectif de ce dispositif est bien d'assurer une transition réussie des jeunes dans l'enseignement supérieur. Ce dispositif n'est pas nouveau, il est né en 2008 dans le cadre de la dynamique Espoir banlieue. Et pour autant, aujourd'hui, l'enjeu n'est pas négligeable puisque 45% de nos jeunes qui entrent en première année de licence connaissent l'échec, la moitié d'entre eux redoublent et l'autre moitié quitte l'enseignement supérieur. Donc les cordées de la réussite permettent en fait aux jeunes de découvrir le monde de l'enseignement supérieur et permettent d'une certaine manière d'éviter des erreurs d'orientation. En fréquentant les campus universitaires, en participant à des travaux pratiques à l'université, finalement, les jeunes découvrent ce monde vers lequel ils sont susceptibles de s'engager et ces différentes activités permettent en fait aux jeunes de les rassurer sur eux-mêmes et de leur donner confiance. Le tutorat étudiant est en fait le pivot des cordées et il permet de mettre en place un accompagnement culturel et un accompagnement scolaire de nos jeunes qui les prépare mieux à cette nouvelle vie et qui est source pour eux d'enrichissement intellectuel et culturel. Je voudrais rappeler que le dispositif des cordées est soutenu par 3 ministères, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministère de la Cohésion des territoires. Alors comment est-ce que ça se passe sur le terrain pour répondre à votre question? Du concret. Eh bien, sous réserve de validation des projets qui sont soumis à l'examen conjoint des partenaires locaux, ces partenaires étant d'une part la DRJSCS et d'autre part le rectorat, eh bien, sous réserve de labellisation, des crédits sont délégués pour permettre en fait de financer les activités. Ces crédits garantissent la gratuité des actions pour les élèves bénéficiaires
sous réserve que ces élèves bénéficiaires soient pour moitié d'entre eux issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors très rapidement, si vous me permettez d'esquisser le portrait, on a 3 grands types de cordées. Nous avons des cordées dites cordées grandes écoles qui réunissent l'EDEC, l'école des mines télécom, aujourd'hui appelée IMT, l'école des hautes études des ingénieurs, et puis l'IEP, dont nous parlera mademoiselle Salé, l'école centrale et l'ENSIAM. Ces cordées sont en fait axées sur la démocratisation de l'accès aux filières d'excellence. Elles regroupent 33% d'élèves bénéficiaires, dont plus de 40% sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les projets des grandes écoles sont des projets très aboutis et ils se caractérisent par une très grande cohérence d'ensemble, avec une dimension tutorat étudiant qui est particulièrement présente. J'ai souvent coutume de faire allusion à une forme de militantisme de la part de ces jeunes étudiants tuteurs. Et puis, c'est-à-dire, Monsieur Millard, pour vraiment être le plus concret, chaque année, en début d'année, je suis en seconde, en première, en terminale, et je vois passer un tuteur dans ma classe. Comment on approche Mélissa, toutes les Mélissa des Hauts-de-France? Alors, le tuteur est identifié donc par l'établissement d'enseignement supérieur. Il est formé par l'établissement d'enseignement supérieur et effectivement, nous mettons en relation, plus exactement la grande école, l'université, met en relation les tuteurs et les jeunes qui ont choisi de... Mais les jeunes de leur côté, de quelle façon ils sont dragués, entre guillemets? Alors, nous avons des réunions d'information dans les établissements où nous expliquons en fait ce qu'est une cordée, quel est son objectif, et l'idée en fait est d'attirer vers l'enseignement supérieur et de développer l'ambition scolaire de ces jeunes. Donc à travers effectivement de régulières informations qui touchent tous les établissements. Est-ce qu'on peut prétendre à une forme de 100% ou pas? Nous avons des réunions départementales d'information qui réunissent l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, et nous avons ensuite des réseaux qui se créent entre établissements du secondaire et établissements du supérieur. Très bien. Au sein des établissements du secondaire, il y a des réunions d'information et les jeunes sont sollicités. Il s'agit d'un programme volontaire. Très bien. Les lycéens qui s'engagent sont volontaires. Ils s'engagent en fait à un travail supplémentaire. C'est un travail supplémentaire qui... Vous avez peut-être donné des chiffres tout à l'heure, enfin, j'espère que tout le monde les a à peu près. On peut avoir une proportion, vous le rappelez Toutes catégories confondues. Hein. J'ai dit qu'en gros, on avait 3 types de cordées. On a des cordées grandes écoles, on a des cordées universitaires, on a des cordées de liaison entre bac professionnel et section de techniciens supérieurs. Toutes cordées confondues. Donc nous avons 18 têtes de cordée, c'est-à-dire 18 établissements de l'enseignement supérieur qui participent à cet effort. C'est un chiffre qui est en augmentation. Je compléterai ces données en disant que pour l'année en cours, nous avons plus de 7300 élèves du secondaire qui sont en cordée. Sur combien Une petite colle. Il y a combien d'élèves C'est assez difficile de répondre à votre question, puisque la cordée peut aussi bien toucher des lycéens que des élèves de collège, et que finalement, plusieurs cordées peuvent être déployées dans le même établissement scolaire. Donc il est très difficile de répondre à cette question-là. Parce que je vous laisse encore dérouler vraiment une minute ou deux des éléments que vous vouliez à tout prix nous dire. Et voilà, sur la mise en œuvre concrète, j'aurais peut-être 2-3 relances. Si ça ne vous ennuie pas, excusez-moi de vous avoir coupé. Donc, en fait, je termine donc en disant que le dispositif gagne en fait de plus en plus de public. Nous avons gagné 10 établissements secondaires supplémentaires par rapport à l'an dernier. Nous passons de 348 à 358. Comme je l'ai dit, 7300 élèves. Et au total, nous avons environ 49% d'entre eux qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, et combien rentrent donc
en termes de gouvernance académique, pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui se passe, puisque nous sommes à une période charnière de notre histoire. Nous sommes encore dans un régime que je vais qualifier de rapprochement des académies avec une perspective de fusion à terme, sous l'impulsion des recteurs et de la DRJSCS. Nous avons harmonisé nos outils, nos ressources aujourd'hui et nos procédures de labellisation de manière à ce que nous puissions traiter de manière équitable les deux académies qui sont appelées un jour à fusionner. Je voudrais simplement terminer en évoquant le contexte institutionnel de l'éducation nationale pour dire en fait que, comme vous le savez, la procédure d'orientation a évolué l'an dernier avec la mise en place du parcours étudiant et de Parcoursup, et qu'un certain nombre de mesures ont été prises, notamment le choix d'affecter 2 professeurs principaux en classe de terminale et d'instaurer des semaines de l'orientation. Évidemment, les cordées de la réussite ont vocation à retentir dans ces différents dispositifs pour leur donner corps. Les cordées sont en effet l'occasion de vivre en dehors de l'établissement scolaire de véritables expériences qui font que la vie étudiante n'est plus tout à fait cet inconnu qui peut être source d'appréhension pour les lycéens qui s'apprêtent à quitter un monde qu'ils connaissaient bien. On nous interroge assez souvent sur l'évaluation qui peut être faite des cordées de la réussite. C'est très difficile de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, en fait, de nombreux facteurs sont à l'œuvre. De nombreux facteurs contingents sont à l'œuvre dans ce qui fait la réussite d'un jeune. Mais les chefs d'établissement nous disent que les jeunes qui sont en cordée obtiennent de meilleurs résultats scolaires, que les jeunes qui sont en cordée ont plutôt tendance à figurer parmi les meilleures mentions du baccalauréat, que les jeunes qui sont en cordée ont tendance à mieux réussir leur première année dans l'enseignement supérieur. Donc on a un tas de renseignements très positifs sur la plus-value réelle des cordées de la réussite, mais sans doute que mademoiselle Salé nous en parlera d'une manière beaucoup plus concrète en évoquant son parcours personnel. Merci Monsieur Millard pour toutes ces précisions. Justement, Mélissa Salé, donc vous êtes à Sciences Po aujourd'hui, vous êtes en première année ? Deuxième année. Deuxième année, donc voilà, donc les cordées de la réussite, c'est déjà du passé pour vous. Comment vous êtes tombé sur la corde ? Alors je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Donc en fait, quand j'étais en seconde, mon professeur d'histoire, donc professeur principal, est venu me voir et m'a demandé si je connaissais le programme PEI, donc programme d'études intégrées. Donc il y a un programme de démocratisation pour permettre aux personnes issues d'un milieu modeste d'intégrer donc du coup un des 7 IEP. Et donc du coup, je ne connaissais pas du tout Sciences Po, je ne savais pas ce que c'était. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, oula, Sciences Po, les sciences, j'aime pas les maths, ça va pas du tout. Et non, en fait, c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, j'ai commencé le programme PEI en première et je l'ai poursuivi en terminale. Donc, c'était beaucoup de travail parce que faire un programme pour préparer un concours plus en même temps le bac, ça n'a pas été de la tarte. Et, pas sympa le prof. Oui, voilà, vraiment très compliqué. C'est quoi ? Alors, c'est quoi ce programme PEI, P-E-I, donc vous l'avez dit, mais ça consiste en quoi en termes d'engagement pour vous ? Oui, alors en fait, on a accès à une plateforme sur Internet, donc du coup qui nous donne des cours en lien avec le concours, donc des cours d'histoire, de langue et de questions contemporaines. On a aussi donc du coup des exercices sur la plateforme, donc des exercices de méthodologie, des questions donc sur les cours qu'on travaille. On a aussi donc des devoirs sur table à rendre, donc 2 dans l'année, donc dans chaque matière. Ensuite, donc du coup, à rendre à l'IEP. Et ensuite, on a le concours blanc en fin d'année pour voir où est-ce qu'on se situe en fait. D'accord. Est-ce que vous l'avez fait avec d'autres collègues, amis de votre établissement ? Oui. D'accord. Alors comment c'est passé il y a quand même un investissement personnel important. Est-ce que le prof a continué à vous faire un marquage à la culotte ?
Alors c'est vrai qu'on avait de la chance parce qu'on avait deux professeurs qui nous suivaient bien en fait. Donc à titre d'exemple, tous les mercredis après-midi, on avait cours en plus avec le professeur référent, donc le professeur en lien avec l'IEP. Et il nous aidait à approfondir certains cours, certains sujets qu'on avait vus, par exemple en histoire ou alors, au sein du programme, on a deux gros dossiers sur les questions contemporaines, parce qu'en fait, ça change tous les ans. C'est pas des sujets de philosophie, mais c'est plutôt des sujets d'actualité. Il faut savoir y répondre. Donc, du coup, on a deux gros dossiers, et les professeurs nous aidaient vraiment à décortiquer les dossiers et à essayer de garder le plus important pour le concours. Et voilà. Sans ce professeur, pas de paye? Clairement, je pense pas, parce que je connaissais pas du tout le programme et je lui en suis infiniment Donc il faut peut-être un peu reconnaissante. améliorer la communication autour Oui, des cordées, oui. visiblement à l'intérieur des établissements. Est-ce que, donc aujourd'hui, vous avez réussi le concours d'entrée, vous êtes en deuxième année. Est-ce que sans ce programme, vous auriez eu des difficultés à intégrer ce noble établissement? Je pense que sans ce programme, j'aurais pas connu Sciences Po, donc j'aurais pas cherché à l'intégrer. Je serais peut-être partie vers une classe préparatoire ou Non, alors. c'est pas trop mal non plus. Oui. Oui, voilà. Mais c'est vrai que Il c'est y avait de aussi, l'ambition, on va dire, chez vous. En fait, les classes prépa, c'est aussi le programme qui m'a permis de les connaître, parce qu'en fait, ils D'accord. nous ont expliqué les alternatives au concours si on l'avait pas, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et si j'avais pas connu non plus les classes prépa, je pense que je serais partie à la fac ou je sais pas trop ce que j'aurais fait. D'accord. Ok. Merci. Mais peut-être, Monsieur Linard, donc. On sait, Oui, non, ça marche, non? on sait pour répondre à votre question qu'environ 3%, 3 fois plus de jeunes qui suivent le programme d'études intégrées de Sciences Po parviennent à intégrer l'école, par rapport à ceux qui passent le concours sans préparation spécifique. D'accord. Donc, je pense que ce chiffre-là est On assez peut éloquent. potentialiser encore ça? Vous pensez que c'est vraiment un dispositif qui mériterait d'être exaucé? Il l'est déjà. Il l'est, puisque ce dispositif de Lille a essaimé à travers tout le territoire national et qu'il continue de grandir. D'accord. Donc, quand vous entendez parler d'inégalité de destination, de naissance, etc. et tout, vous considérez quand même que malgré tout, l'éducation nationale fait la démonstration concrète qu'elle essaie de rétablir un peu l'équilibre. En tout cas, nous travaillons là où c'est peut-être plus difficile d'accéder à l'enseignement supérieur, oui, tant à travers les cordées de la réussite que les parcours d'excellence. Et je pense qu'il y a aussi un véritable enjeu sociétal, parce que nous ne pouvons pas nous priver de toute une fraction de la population qui a le talent pour réussir, mais qui n'a pas les réseaux pour le faire. Bien sûr. Les cordées, comme je l'ai dit, sont un réseau de solidarité. Mademoiselle Salé, enfin on ne dit plus mademoiselle, Madame Salé, est-ce que vous allez vous former en tant que tutrice? Vous l'êtes déjà? Oui, je le suis depuis ben l'année voilà. passée en fait. Voilà. D'accord, donc vous êtes dans la complète, vous avez fait le tour en tout cas de ce dispositif. Merci à vous deux pour cette présentation très concrète et on voit le résultat à travers Mélissa Salé que ça vaut le coup d'aller chercher comme ça dans les quartiers prioritaires effectivement ces talents qui sont là sous nos yeux et qu'il faut tout simplement, voilà, il faut les dispositifs